Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de la normalisation des bases de données relationnelles. Voici un peu le programme du cours. Bon, En première position, nous allons voir qu'est-ce que la normalisation. Puis en deuxième position, nous allons voir comment la redondance peut affecter les opérations sur une base de données. Vous allez voir c'est quoi une redondance et lorsqu'on parle des opérations, vous allez voir aussi cela tout au long du cours. Et en troisième position, nous allons voir quels sont les avantages de la normalisation. Puis après cela, nous allons parler de quelques principes de la normalisation. Et en dernière position, nous allons parler des principales formes normales, c'est-à-dire comment nous rendre nos relations, comment normaliser nos relations. Voilà, nos relations si je parle de table. Lors du processus de la conception d'une base de données, il est fréquent de rencontrer des anomalies. Et ces anomalies peuvent causer un problème lors de la maintenance de la base de données ou bien un traitement quelconque. Par exemple, ici, l'une de ces anomalies, on a la redondance. La redondance, en fait, c'est juste la répétition des données dans la base de données. OK? Lorsque les données redondantes sont présentes dans une base de données, cela affecte tout d'abord l'espace de stockage. C'est-à-dire, par exemple, si votre base de données devait occuper, je ne sais pas trop, 5 mégas, s'il y a trop de répétition de données, vous voyez l'espace de stockage, ça va occuper plus d'espace. Et aussi, nous avons un autre problème très critique qui est au niveau des opérations faites sur la base de données. Lorsqu'une table contient des répétitions, nous aurons des problèmes pour faire certaines opérations telles que la mise à jour, la suppression ou bien les sessions de données. Nous allons voir cela devant. Maintenant ici, comment la redondance peut affecter les opérations sur une base de données. Pour expliquer ceci, en fait, je pense que je vais prendre un exemple. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple d'une table, en fait, d'une base de données. Ici, l'exemple que je vais prendre, c'est la table extraite de la base de données d'un site web de e-learning. Quand je parle de e-learning, je prends l'exemple d'un site comme Udemy où un étudiant peut aller s'inscrire sur le site. Il peut acheter un cours, et acheter un cours, oui. Et le cours en fait qu'il va enseigner pour suivre est enseigné par un enseignant et autres. Voici un extrait juste d'une base de données que j'ai construit pour pouvoir expliquer le problème de redondance quoi. Ici voici, vous allez voir là, nous avons matricule, étudiant, ici son nom et son prénom, date d'inscription sur le site, son contact, code du cours, nom du cours, code professeur, nom professeur, date d'inscription du cours. Ça c'est la date en fait qu'il a enregistré pour un cours. Et ça c'est le grade obtenu après avoir suivi la formation. Ici là, nous allons observer la redondance et voir les inconvénients. Par exemple, je vais prendre l'étudiant Nicom Lorraine. Vous voyez. Ici, l'étudiant Nicom Lorraine s'est enregistré sur le site pour suivre deux cours, qui est la physique et la philosophie. Vous voyez, il y a une redondance au niveau de Nicom Lorraine. Pourquoi? Et voici l'inconvénient. Comme Nicom Lorraine a suivi deux cours, vous allez voir ici là la colonne étudiant, date d'inscription et contact. On va répéter ces mêmes informations. C'est parce que vous voyez un peu l'inconvénient. C'est-à-dire nous avons les données redondantes. C'est-à-dire on a le nom, on a encore le nom, on a la date d'inscription sur le site, on a encore cela et autres. Vous voyez en fait que ça veut dire que si Nicom Lorraine suit par exemple 40 cours, nous allons répéter son nom 40 fois, sa date d'inscription et son contact 40 fois. Je ne sais pas déjà comment vous pouvez voir cela. Mais sinon, il y a un grand inconvénient. Lorsque nous allons essayer certaines opérations, vous allez mieux comprendre. Ça c'est déjà un. Maintenant, voici encore une autre redondance ici. Par exemple, nous avons l'étudiant Paula Yves, le premier nom, et le dernier nom, l'étudiant Jovi Junior. Ces deux étudiants ont suivi un même cours qui est cours de mathématiques. Vous voyez en fait que nous avons répété les informations à propos de la mathématique. Là, en fait, vous pouvez remarquer là que nom du cours, cours du professeur,
non professeur, nous répétons ces informations. Ça veut en fait dire que si 50 étudiants s'enregistrent pour le cours de mathématiques, nous allons répéter ces informations 50 fois. Vous voyez un peu la redondance. Bon, en stockage déjà, vous voyez que ça va augmenter et aussi nous aurons des problèmes lorsque nous allons vouloir effectuer certaines opérations. Bon, maintenant, ici, là, vous allez voir, nous allons essayer maintenant de voir l'inconvénient de la redondance lorsque nous essayons d'effectuer certaines opérations. Bon, voici une première opération, l'ajout d'un étudiant. Je prends l'exemple, j'ai envie d'ajouter un étudiant dans ma base de données, bon, disons ma table, qui a pour matricule ceci. Imaginons en fait que celui qui est censé enregistrer cet étudiant fait erreur au niveau du matricule, au lieu de mettre 516 à la fin, il met 500, disons 12. S'il met 512, vous allez voir en fait que notre table, nous aurons deux matricules identiques, mais pour deux étudiants différents. Vous voyez déjà le problème d'insertion lorsqu'il y a la redondance. Bon, c'est ça le problème avec l'ajout d'un étudiant. Voilà. Ça peut créer des confusions et autres. Lors de l'analyse ou bien de la mise à jour, nous aurons des problèmes car il serait très difficile de pouvoir identifier facilement un étudiant. Bon, ça c'était pour l'ajout. Comment la redondance peut affecter l'ajout. Maintenant, nous allons voir comment la redondance peut affecter la mise à jour d'une donnée. Disons par exemple que je vais mettre à jour, je ne sais pas trop, le numéro de téléphone de Nicom Lorraine. Vous voyez en fait que si Nicom Lorraine a suivi 50 cours, nous allons répéter date d'inscription, son nom et son contact 50 fois. Ce qui fait en fait que si je veux modifier son contact, je vais devoir modifier 50 fois dans la table. Vous voyez un peu l'inconvénient de la redondance. Vous voyez un peu comment en fait ça affecte la mise à jour. Voilà. Ok. Nous allons maintenant passer à la suppression. Suppression d'une donnée. Imaginons par exemple que l'étudiant Sibafo Wisdom est le seul étudiant à avoir suivi le cours d'info. Et par exemple, je vais supprimer cet étudiant de notre table. En supprimant cet étudiant, je vais me retrouver en train de supprimer les informations à propos du cours comme le code du professeur, le code du cours, le nom du professeur, la date d'inscription du cours et son grade. Vous voyez en fait que lorsque nous avons une redondance, je vais me retrouver en train d'effacer les données qui peuvent être nécessaires plus tard. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Comme par exemple ici, Sibafo Wisdom, il est le seul à avoir suivi info. Ce qui fait que si je supprime cet étudiant, je suis en train de supprimer le cours info en général. Or, c'est un cours qu'un autre étudiant peut encore suivre. Vous voyez. Bon, voici l'inconvénient. J'espère que c'est compris l'inconvénient de la redondance lorsqu'on veut effectuer certaines opérations sur la base de données. Pardon. Ok. Bon, nous allons maintenant voir quelques avantages en fait de la normalisation. Ok. Bon, la normalisation, c'est-à-dire pouvoir éviter ces redondances-là, va nous permettre d'optimiser le temps de réponse. Quand je parle d'optimiser le temps de réponse, c'est-à-dire si je veux faire une requête pour avoir une information sur un étudiant, puisque les données de cet étudiant n'est pas répétées plusieurs fois, j'aurai ma réponse plus rapidement en fait. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas autant de recherche pour pouvoir obtenir ma réponse. Maintenant, ici, là, éviter les anomalies lors des opérations sur la BD. Ceci est évident puisque nous avons vu les différents problèmes que cela pouvait causer lors des opérations sur la BD. L'ajout, la mise à jour, la suppression et autres. Élimine la redondance sur la BD. Oui, bon, élimine la redondance de données. Oui, bon, la normalisation va nous permettre d'éliminer toutes ces répétitions et autres. Et en plus de cela, optimiser l'espace de stockage, bon, qui est en fait vrai. Ok. Bon, maintenant nous allons voir le principe en fait de la normalisation. Le principe de la normalisation est très simple. Le principe consiste en fait à diviser une table initiale qui est souvent complexe en des relations plus petites et simples, tout en établissant des liens entre ces tables obtenues. C'est-à-dire qu'il y aura une grande table initiale. Et le but de la normalisation, c'est de diviser ces tables en sous-tables, mais ces sous-tables en fait doivent être en relation.
C'est-à-dire, je ne dois pas avoir une table, puis je divise la table et les deux tables que j'obtiens, il n'y a pas de relation entre eux. Non, il doit avoir une relation. Et quand je parle de relation, c'est d'où vient maintenant la notion de clé primaire, clé étrangère qui doivent être respectées. Bon, nous allons avancer. Ok, maintenant, quelles sont les différentes formules normales? Bon, ici, là, une base de données est une normalisée si elle respecte les formules normales suivantes. Bon, en réalité, nous avons 8 formules normales, mais la plupart du temps, nous allons juste étudier les 3 premières formules normales, puisque avec ceci, c'est déjà suffisant pour conclure qu'une table est normalisée. Bon, nous allons parler de la première formule normale, deuxième formule normale et troisième formule normale. Ok, bon, nous allons commencer avec la première formule normale. Ok, bon, avant cela, ok, pour qu'une base de données soit en forme normale, elle doit respecter les règles de cette formule normale. Ceci est clair. Ok, ici là, j'ai un NB. Les formules normales sont en cascade, ce qui signifie qu'une base de données doit être dans une formule normale précédente pour atteindre une formule normale supérieure. Bon, ici, en fait, c'est très simple. Ça signifie tout simplement que pour qu'une base, par exemple, soit en deuxième formule normale, obligatoirement, il doit d'abord être en première formule normale. Et cela découle, si pour qu'une table soit en troisième formule normale, obligatoirement, il doit être d'abord en deuxième formule normale. C'est ça, en fait, qui signifie le mot cascade. Ok. Nous allons commencer avec la première formule normale. Ok. Bon, ici là, quelles sont les conditions qu'une table d'une base de données doit respecter pour être en première formule normale? Donc, nous allons voir ces conditions. Bon, voici la condition. Tous les attributs de cette table possèdent des valeurs atomiques. C'est en fait ça la condition pour la première formule normale. Maintenant, lorsqu'on parle des valeurs atomiques, en fait, ça signifie ne regroupe pas plusieurs valeurs dans une case. C'est-à-dire une case ne doit pas avoir plusieurs valeurs. Ou bien dans une case, en fait, si j'ai une valeur dans une case, la subdivision de cette valeur ne doit pas m'apporter d'autres valeurs supplémentaires. Bon, nous allons voir ces deux cas de valeurs atomiques. Ok, bon, nous allons commencer avec le premier cas. Bon, ici là, j'ai une table étudiant pour cette table-ci là. Ok, bon, nous allons commencer. Bon, avant cela, je vais rentrer là, nous allons utiliser cette table-ci. Ok, désolé. Bon, nous allons utiliser cette table-ci. Bon, vous allez remarquer en fait que cette table n'est pas en première formule normale. Pourquoi? Bon, nous allons vérifier chaque attribut. On commence avec matricule. Matricule n'a pas de problème, il contient des valeurs atomiques. Mais lorsqu'on arrive à étudiant, il y a un problème. Pourquoi? Parce que la valeur la valeur de l'attribut étudiant n'est pas atomique. Pourquoi? Parce que pour la if, c'est une valeur que si je subdivise cette valeur, je vais obtenir des valeurs supplémentaires. C'est-à-dire, pour la if, je peux diviser ça en nom et prénom. Vous voyez? Ça veut dire que ici, là, les valeurs ne sont pas atomiques, puisqu'on peut encore les subdiviser à deux autres valeurs. Bon, ici, là, il va encore diviser ici pour avoir nom et prénom. Bon, ici, là, c'est atomique, je ne peux plus subdiviser et ça ne contient pas des valeurs doubles, ça ne contient pas plusieurs valeurs dans une case. Pareil partout, mais au niveau du nom professeur, c'est pareil. Vous voyez, là, il peut subdiviser cette valeur et il obtient deux valeurs supplémentaires, une valeur supplémentaire par rapport à l'autre. Bon, vous allez voir ici là que bon, pour rendre cette table en première forme normale, nous devons tout simplement créer une nouvelle colonne prénom et diviser ceci. Fait pareil avec pour le professeur. Ok, bon, j'ai fait cela, j'avance. Ok, bon, voilà la table. Vous allez voir, cette table maintenant est en première forme normale car si vous regardez les valeurs de chaque attribut, vous allez voir en fait que chaque case a des valeurs atomiques, c'est-à-dire il n'y a pas plusieurs valeurs dans une case. Et si vous regardez chaque case, pour chaque valeur, la subdivision de cette valeur ne nous rapporte pas une autre valeur supplémentaire. Bon, cette table est en première forme normale. Vous voyez, puisque tous les cas étaient vérifiés. Bon, maintenant, nous allons prendre un autre exemple. Voici notre table qui n'est pas en première forme normale. Pourquoi? Parce que si on observe bien cette carte, nous allons voir en fait que l'étudiant pour la IF a suivi 3 cours. Physique, maths, chimie. Bon, vous allez voir ici là que cet attribut, cours suivi, ne contient pas des valeurs atomiques.
Bon, comment résoudre ce problème? C'est très simple. Bon, certains vont penser en fait que nous pouvons le résoudre un peu comme nous avons fait pour la première table où nous créons des colonnes et nous ajoutons chaque valeur dans une case. Mais cela, vous allez voir, il y a un gros problème avec cela. Par exemple, j'ai divisé cours supplémentaire, cours suivi en cours 1, cours 2, cours 3 pour diviser en fait les valeurs pour que chaque valeur soit dans sa case. Mais l'inconvénient de ceci est que, par exemple, l'étudiant Nicoum Lorraine a suivi 2 cours, l'étudiant Sibafo évidemment a suivi un seul cours, et pareil là il a suivi un cours. Ce qui fait en sorte que lorsque je subdivise, pardon, cours 1, bon j'ai physique, maths, chimie, puisque j'ai divisé par rapport à l'étudiant qui a plus de matières, vous voyez. Mais vous allez remarquer que les autres étudiants, Nicoum elle a suivi 2 yeux, voici ça. Sibafo, il a suivi aussi 2 yeux et autres. Vous voyez en fait que nous aurons les cases vides. Bon, cet espace-là, c'est pas bon. Vous voyez, on gaspille le stockage pour rien. Bon, voici l'inconvénient de cela. Ça veut donc dire tout simplement dire que lorsque vous avez une table comme ça, pour le rendre en première forme normale, c'est pas la technique à utiliser. Mais pour le faire, c'est très simple. Cette technique-ci n'est pas correcte. Bon, pour le faire, c'est très simple. Je vais tout simplement répéter les données sur une nouvelle ligne. Vous voyez, je ne vais pas créer de nouvelles colonnes, mais je vais créer plutôt des nouvelles lignes. Vous voyez, par exemple, pour la I, j'ai répété juste, j'ai mis physique là, j'ai répété maths en bas, chimie. Vous voyez, je répète juste la donnée pour représenter les différents yeux qu'il a suivis. Bon, au niveau du Nicoum, je fais pareil et les autres, bon, je pense que c'est bon. Bon, cette table est en première forme normale car chaque attribut contient des valeurs atomiques et aussi la subdivision d'une valeur ne peut pas nous apporter une valeur supplémentaire. Donc cette table est en première forme normale. Super. Bon, nous allons passer à la deuxième forme normale. Ok, bon, quelles sont les conditions pour qu'une table soit en deuxième forme normale? Bon, déjà, rappelez-vous, pour qu'une table soit en deuxième forme normale, la première condition est il doit d'abord être en première forme normale. Et quelle est la deuxième condition? C'est très simple. La deuxième condition dit ceci: les attributs non clés doivent dépendre complètement. Vous voyez comment j'ai essayé de mettre en avant ce mot. C'est très important. Bon, les attributs non clés, quand je parle des attributs non clés, c'est-à-dire les attributs qui ne font pas partie de la clé primaire, ou bien les attributs qui ne sont pas une clé primaire, vous pouvez dire cela comme ça. Vous voyez, puisque nous avons les clés primaires en fait en réalité qui sont les clés composites, c'est-à-dire les clés composites. Cette clé composite en fait signifie tout simplement une clé primaire qui a en fait fait à partir de plusieurs attributs combinés pour former la clé primaire. Vous voyez. Bon, les attributs non clés en fait sont les attributs qui ne participent pas à la clé primaire. Vous voyez, qui ne font pas partie des éléments de la clé primaire. Bon, les attributs non clés doivent dépendre complètement de la clé primaire et non partiellement. Vous voyez. Ça veut dire en fait que si notre clé primaire est composée de 2 attributs, les attributs non clés doivent dépendre complètement des 2 attributs en même temps. Puisque s'ils dépendent d'un seul attribut faisant partie de la clé primaire, là il est en train de dépendre partiellement et cette table ne serait pas en seconde forme normale. Bon, c'est très simple. Bon, nous allons prendre un exemple. On va faire un exemple ici là, mais pour résoudre cet exemple, nous devons d'abord identifier quelle est la clé primaire. Bon, je vais utiliser l'autre table puisque cette table là j'ai déjà mis la solution. Je vais utiliser une table où il n'y a pas encore de solution. Ok. Bon, nous devons d'abord déterminer quelle est la clé primaire de cette table avant maintenant de voir les attributs non clés qui dépendent de cette clé, qui dépendent complètement de cette clé. Bon, ici là, pour certains exercices, la question va directement vous donner la clé primaire, comme dans certains exercices, vous devez trouver la clé primaire vous-même. Bon, nous allons vérifier notre cas. Est-ce que matricule peut être la clé primaire de cette table? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que matricule n'est pas la clé primaire, car si vous regardez bien, code de cours ne dépend pas du matricule. Bon, pour identifier le matricule sur une table, on va en fait parler de la notion de dépendance. Une clé primaire dans une table signifie tout simplement qu'à partir de cette clé primaire, je peux déduire les éléments qui dépendent de lui, comme par exemple ici. Si je connais le matricule d'un étudiant, je peux directement connaître son nom, je peux connaître son prénom, je peux directement connaître la date d'inscription sur le site, puisque ce sont des informations
désolé. Puisque ce sont les informations qui le concernent directement, vous voyez, contact, je peux connaître directement. Mais si je connais le matricule, est-ce que je vais connaître le code du cours qu'il a suivi? Non, ce n'est pas une information qui concerne directement, vous voyez. Si je connais le matricule d'un étudiant, est-ce que je suis obligé de connaître le lieu que cet étudiant fait? Non, c'est pas obligé en fait. C'est possible que je connais le matricule, je ne connais pas le lieu que toi tu fais, mais je peux facilement retrouver ton nom, tes informations personnelles, quoi. Vous voyez? Est-ce que si je connais le matricule d'un étudiant, je vais connaître le nom du professeur qui l'enseigne? Non, vous voyez, clé matricule ne peut pas être une clé primaire. Pareil pour nom de l'étudiant, prénom, date d'inscription sur le site contact. Maintenant, code cours. Est-ce que code cours peut être une clé primaire? Non, car si je connais le code cours, c'est évident que je vais forcément pas connaître l'étudiant qui participe à ce cours. Et c'est pareil pour nom du cours, c'est pareil pour code professeur, c'est pareil pour nom professeur, prénom, date d'inscription sur le site, forcément il peut être clé primaire, grade obtenu peut être clé primaire. Bon, comment obtenir la clé primaire? Si déjà nous n'avons pas trouvé un attribut qui peut être clé primaire seul, ça veut dire en fait que notre clé primaire est en réalité une clé composite. Voilà. Une clé, ça veut dire que notre clé primaire serait formée de deux attributs ou bien trois. Bon, on ne sait pas, on va voir. Bon, ici là, je pense que pour retrouver la clé primaire, c'est très simple. Pourquoi? Parce que cette table ici en fait enregistre les étudiants et les cours qu'ils ont suivis. Bon, je pense que si j'utilise la colonne matricule et la colonne code cours, je peux identifier de manière unique chaque enregistrement de la table. Comment? Ici on voit. Vous allez voir ici là que si je connais le matricule et le code du cours, forcément je peux connaître toutes ces informations-ci. Je peux connaître, par exemple, si je connais le matricule et le code du cours en même temps, je peux directement connaître le nom, le prénom, je peux connaître les informations sur les étudiants, je peux connaître les informations sur le cours et les enseignants qui enseignent ce cours. Vous voyez? Je peux connaître la date d'inscription la date d'inscription pour ce cours en fait et le grade de l'étudiant. Vous voyez en fait que le matricule seul ne peut pas identifier et code cours seul ne peut pas identifier. Bon, on a besoin de code cours et matricule pour identifier de façon unique chaque enregistrement. Bon, je vais venir là, j'ai arrangé cela. Ok, cool. Bon, vous voyez là, on a matricule, on a code cours. Vous voyez, ok. Si je connais, maintenant nous allons vérifier si ceci est en deuxième forme normale, c'est-à-dire est-ce que chaque attribut dépend complètement de cette clé primaire. Ok, nous allons vérifier cela. Bon, déjà avant de continuer, je rappelle en fait que si nous n'avons pas choisi aussi matricule comme clé primaire, c'est tout simplement parce que un étudiant veut suivre 3 cours. Et si un étudiant suit 3 cours, vous voyez que le matricule étudiant serait répété 3 fois. Et s'il est répété 3 fois, déjà, rappelez-vous que pour une clé primaire, on ne peut pas avoir des enregistrements qui se répètent. Vous voyez, les clés primaires sont là pour identifier des enregistrements de façon unique. Bon, on ne peut pas avoir des valeurs qui se répètent pour une clé primaire. Pareil, code cours ne pouvait pas aussi être clé primaire car un cours pouvait être suivi par 5 étudiants, ce qui fait que le code de ce cours qui est suivi par 5 étudiants va se répéter 5 fois. Bon, lui seul, il ne pouvait pas être clé primaire, vous voyez. Or, lorsque nous combinons matricule et code cours, par exemple, si un étudiant suit par exemple 5 cours, vous voyez, c'est le matricule de cet étudiant qui serait doublé à chaque fois, vous voyez, mais le cours ne serait pas doublé parce que par exemple, il prend l'étudiant Paula et voici son matricule suisse. S'il suit 5 cours, vous voyez en fait que c'est son matricule qui se répète à chaque fois, mais les différents cours, vous voyez, lorsqu'on combine en fait, on se retrouve avec des valeurs uniques pour identifier en fait l'étudiant et les matières suivies et autre chose. Je ne sais pas si c'est clair. Par exemple, maintenant, si un cours est suivi par plusieurs étudiants, ceci est très simple. Vous voyez en fait que les matricules des étudiants seront différents, c'est le code du cours qui serait pareil. Et lorsqu'on combine les deux, on obtient des identifiants, car il n'y aura pas deux identifiants pareils. Vous voyez, voilà. Je pense que là c'est clair du choix
de la combinaison de ces deux attributs comme clé primaire. Maintenant, nous allons vérifier est-ce que chaque attribut non clé, puisque voici les attributs non clés, j'ai essayé de différencier avec les couleurs, est-ce que les attributs non clés dépendent complètement de cette clé primaire ou partiellement? Bon, nous allons vérifier cela. Le nom de l'étudiant, est-ce qu'il dépend complètement? Non, il ne dépend pas complètement, mais il dépend uniquement du matricule. Car si je connais le matricule, je vais connaître le nom de l'étudiant. Or, si je connais le code du cours, je ne vais forcément pas connaître le nom de l'étudiant. Bon, le nom de l'étudiant, il dépend du matricule. Prénom de l'étudiant, il dépend du matricule. Date d'inscription, il dépend du matricule de l'étudiant. Puisque ça, c'est la date d'inscription de l'étudiant sur le site. Bon, ça concerne uniquement l'étudiant. Le contact, pareil, il dépend du matricule. Or, le nom du cours dépend plutôt du code du cours. Car si je connais le code du cours, je vais connaître le nom du cours, effectivement. Or, si je connais le matricule, je suis pas obligé de connaître le nom du cours de l'étudiant qui a tel matricule, quoi. Vous voyez? Vous voyez cela que code du cours, nom du cours, lui dépend plutôt du code du cours. Vous voyez en fait qu'il dépend plutôt partiellement de la clé primaire. Vous voyez? Code du professeur, pareil, lui dépend du code du cours. Nom professeur, il dépend du code du cours. Prénom, pareil. Maintenant, date d'inscription sur le site, lui dépend du matricule et du code du cours. Pourquoi? Parce que c'est un étudiant qui s'enregistre pour un cours. Vous voyez en fait que la date d'inscription concerne l'étudiant et le cours. Vous voyez? Voilà. Bon, lui, il dépend complètement de la clé primaire, les deux en même temps. Le grade obtenu, pareil, lui, dépend aussi du matricule et du cours du cours. Pourquoi? Parce que le matricule, en fait, c'est l'étudiant. Et l'étudiant, s'il a obtenu ce grade, c'est pour un cours, en fait. Vous voyez? Ça veut dire que le grade, lui, dépend du matricule et du cours, en fait. Voilà. Bon, pour rendre cette table en deuxième forme normale, nous allons devoir diviser cette table en 3 sous-tables. C'est-à-dire une table où nous avons nom, prénom et date d'inscription, contact qui dépendent du matricule. Une table. Nous aurons une autre table. Là, on a nom, code cours, code professeur et autres qui dépendent de la clé primaire, code cours uniquement. Et maintenant, nous aurons une autre table où nous aurons cette clé composite comme clé primaire avec ces deux colonnes, c'est date d'inscription, cours, grade obtenu qui dépendent de lui. Exactement. Moi, j'ai essayé d'abord de séparer cela ici. Vous voyez. Bon, pour les attributs en fait qui dépendent uniquement du matricule, bon, voici ces attributs-là que j'ai cités. Pour les attributs qui dépendent uniquement du code du cours, j'ai essayé de les citer. Bon, j'ai récupéré tout cela de la table, je venais d'expliquer. Et pour les attributs qui dépendent du matricule et du code du cours, voici, j'ai cité. Bon, voici cette table, j'ai essayé de subdiviser, vous voyez. Maintenant, si vous regardez bien, vous allez voir que cette table est en seconde forme normale. Pourquoi? Puisqu'il est déjà d'abord en première forme normale, nous avons déjà vu cela. Il est en seconde forme normale, car si vous regardez maintenant chaque attribut non clé pour chaque table, vous allez voir qu'il dépend complètement de sa clé primaire. Vous voyez, voilà. C'est un peu ça la seconde forme normale. Bon, nous allons passer en troisième forme normale. Ok. Donc, quelles sont les conditions pour qu'une table soit en troisième forme normale? C'est très simple. La table doit d'abord être en deuxième forme normale. Bon, nous avons déjà vérifié cela. Et la troisième condition dit ceci. Les attributs non clés ne dépendent pas d'un ou plusieurs attributs, ne participent pas à la clé primaire. Ceci est très simple. Bon, vous allez voir ici là que nous avons une table qui n'est pas en troisième forme normale. Je pense que c'est la table cours. Pourquoi? Parce que si vous regardez la table cours, vous allez voir que chaque attribut non clé dépend bien de la clé primaire. Vous voyez, il dépend de code cours, il dépend de nom, professeur dépend de code. Tout le monde dépend de code cours. Mais parmi ces attributs non clés, il y a encore une dépendance entre eux. C'est-à-dire, vous allez voir ici là que nom professeur dépend de code professeur. Code professeur, en fait, lui, il ne fait pas partie de la clé primaire. Vous voyez encore qu'on a une autre dépendance entre ces attributs non clés. Bon, lorsque vous remarquez cela, la table n'est pas en troisième forme normale. Quand il parle de dépendance, c'est-à-dire code professeur, vous allez voir ici là que si je connais le code du professeur, je vais connaître forcément le nom du professeur. Bon, de là, je pense que vous voyez déjà un peu comment la division va se passer. Or, les autres tables, ils sont en troisième forme normale déjà. Pourquoi il prend cette table? Il est en deuxième forme normale, nous avons déjà parlé. Tous ces attributs non clés dépendent complètement de la clé primaire.
Maintenant, parmi ces attributs non clés, est-ce qu'il y a un attribut qui dépend de l'autre attribut non clé? Il n'y a pas, vous allez voir, prénom ne dépend pas de nom, date d'inscription ne dépend pas de prénom, contact ne dépend pas de prénom. Vous voyez pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas dire que ça dépend du prénom. Si je connais le prénom, je suis pas obligé de connaître votre contact. Vous voyez? Bon, là c'est OK. Là c'est pareil. Nous avons deux attributs non clés. Grade ne dépend pas de la date d'inscription. Vous voyez? Tu peux t'inscrire n'importe quand et tu peux avoir un grade, ça dépend de comment tu étudies. Or, ici, là, vous allez voir que nous avons cette dépendance-là. Bon, je vais continuer l'explication. Bon, ici, là, voici une autre reformulation de la deuxième règle. Les attributs non clés ne dépendent pas de la clé primaire de manière transitoire. Bon, je vais expliquer cela, ce qui signifie de manière transitoire. Bon, avant cela, je vais d'abord expliquer non, je vais d'abord expliquer la notion de la transitivité et autres. Bon, là, considérons que nous avons un attribut A qui est clé primaire, nous avons un attribut B et nous avons un attribut C. Voilà. Bon, si cette table C est en deuxième forme normale, ça veut dire que l'attribut B dépend de A qui est la clé primaire et l'attribut C dépend complètement de A. Vous voyez, B ici dépend complètement de A. Bon, si cela est respecté, alors on va dire que cette table est en deuxième forme normale. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si l'attribut C dépend de l'attribut B, alors, regardez très bien, si l'attribut C il dépend de l'attribut B, alors cette table, cela n'est pas en troisième forme normale. Vous voyez? Troisième forme normale signifie en fait que il doit d'abord être en deuxième forme normale. Et non, on ne doit pas trouver un attribut, on ne doit pas trouver une dépendance parmi les attributs non clés. Comme ici là, j'ai dit ceci, que si C dépend de B, alors cette table n'est pas en troisième forme normale. Et si C dépend de B, ça veut en fait dire que B est une clé candidate. Vous voyez, on appelle cela un candidat clé. Voilà. Et cela, nous aurons ce qu'on appelle, nous aurons une dépendance transitive. Dépendance transitive car si B dépend de A, C dépend de A, et nous avons encore C qui dépend de B, ça veut dire que par transitivité, C dépend de A, qui est déjà un double. Vous voyez, une redondance, car de base, nous avons déjà C qui dépend de A. Or, lorsqu'on tombe sur C dépend de B, par transitivité, nous avons encore un C qui dépend de A. C'est déjà une redondance. Et n'oubliez pas que la normalisation, on essaye de réduire la redondance. Bon, c'est un peu ça. Maintenant, lorsqu'il dit qu'un attribut A dépend d'un attribut B, qu'est-ce que cela signifie en fait? C'est très simple. Cela signifie tout simplement que si je dis par exemple que attribut A dépend de l'attribut B, ça signifie tout simplement que si je connais A, alors je peux connaître B. C'est en fait ça qui signifie dépend. Vous voyez? Si A dépend de B, ça veut dire que si je connais A, alors je peux connaître B. Bon, en fait, je pense que j'ai mal rédigé cela. Un attribut A dépend d'un attribut B. Ça veut dire que si je connais... Non, non, ici j'ai mal rédigé. Si l'attribut A dépend de l'attribut B, ça signifie en fait que si je connais B, je peux connaître A. Vous voyez? Bon, là en bas, je vais modifier cela. Vous voyez? Puisque ici, là, c'est A qui dépend plutôt de B. Ça veut dire que si je connais B, alors je peux connaître A. Par exemple, si on revient sur notre table pour voir cela, sur cette table, c'est par exemple, vous allez voir que nom étudiant dépend du matricule. Vous voyez, si lui dépend du matricule, ça veut en fait dire que si je connais le matricule, forcément, je peux connaître le nom de l'étudiant. Bon, c'est un peu ça la notion de dépendance. Ok, bon, après cela, bon, je viens d'expliquer ceci. Bon, pour corriger en fait ce problème-là, nous allons devoir, bon, je reviens au niveau de cette table-ci. Pour corriger ce problème-ci là, nous allons devoir diviser cette table-ci là, vous voyez. Et pour diviser cette table-ci là, nous allons avoir deux tables, une table cours et une table professeur. Une table professeur, pardon, oui. Cours de professeur sera en fait une clé étrangère. Vous voyez, le code professeur sera une clé étrangère dans la table cours. Bon, voici ça ici. C'est en fait cette clé étrangère qui indique la relation entre ces deux tables. Donc là, vous allez voir,
j'ai dû diviser. Vous voyez maintenant, code du cours, nous avons nom du cours et code du professeur. Vous voyez, ça veut dire que si je connais le code du cours, je peux connaître le nom du cours et le professeur qui enseigne cela. Vous voyez. Bon, là maintenant, la table code du professeur, vous voyez, j'ai un code professeur, j'ai un nom professeur et j'ai le prénom du professeur. Ça signifie tout simplement que si je connais le code du professeur, je peux connaître cette information aussi. Vous voyez. Et code du professeur, il est clé étranger. C'est bon, c'est en fait ça, la relation. Vous voyez. Vous voyez là maintenant que par exemple, si un étudiant suit même 50 cours, vous voyez que c'est le code en fait du professeur qui enseigne le cours qui sera répété et non les autres informations comme le nom du cours, le nom de l'enseignant et autres. Bon, c'était un peu tout pour la troisième forme normale. Bon, je pense que j'ai très bien expliqué. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et on se dit à très bientôt. Bon, ciao.